nom, c'est Jacques Hébert. C'est mes jardins ici. J'ai environ 450 plates-bandes en plantes vivaces. Et puis, ce qu'il y a de particulier ici, c'est en permaculture. Puis, je travaille avec les bois raméaux depuis tout près d'une quarantaine d'années. Et puis, le bois raméal, ben, voyez-vous, on vient de recevoir du matériel ici, là. Alors, c'est du matériel qui est brut, qui est non broyé encore. Et puis, ce qu'on voit vers la gauche, c'est du matériel qui est broyé depuis hier matin. On sent des odeurs, hein? Ouais, ouais. Et puis, c'est de la fine branche, en fin de compte, broyée. C'est que du feuillu. C'est du feuillu climatique, donc c'est du feuillu de dernière venue dans la succession forestière. Alors, le premier agent de transformation du bois raméal fragmenté, ce sont les champignons du type saprophyte. Donc, on parle d'agaric, de strophère, de pleurote, et qui vont s'installer spontanément sur le bois raméal fragmenté. Ça veut dire que tu ne vas pas l'inoculer? J'ai des champignons ici autour de mes tas de compost. Et puis, vous voyez, à l'automne passé, j'ai besoin de matériel pour le printemps qui suit parce que je manque d'inventaire au printemps. Tu veux dire que tu as une demande qui est très forte et du coup tu as besoin... Une demande qui est très forte et puis je suis obligé de garder un supplément de matériel de l'automne précédent pour fournir à la demande. Alors, vous voyez ici, ça c'est un camion qui vient d'arriver, là, il est comme en deux temps parce que ça avait... Mais ça, c'est un camion. Je reçois jusqu'à 4 à 5 fois ce volume-là par jour et je finis par m'en manquer. OK. Et puis, chose intéressante, vous voyez la fine branche ici, c'est la qualité. Ça, on est dans l'érable ici, là. De l'érable, et c'est ça que tu veux en fait, cette taille-là plus ou moins comme pour branche? Oui, ça c'est l'idéal. OK. Ça peut être un peu plus, j'essaie de me limiter à 5 cm et moins. En diamètre, ouais. En diamètre de branche. Et il faut qu'il y ait de la feuille verte comme ça? La feuille, ça ne pose aucun problème. Le C sur N est meilleur avec la feuille, mais il y a un peu plus de polyphénol. Il y a toute la polémique là, de fin d'azote et tout ça qui n'existe pas. C'est pour ça que je viens de voir, moi j'ai des questions là-dessus, parce que j'ai l'impression que j'ai ce problème de fin d'azote. Oui, ben là, on en reprendra ça un petit peu plus tard. Voyez-vous, moi, quand j'ai du surplus, je mélange, je fais mon compost avec un mélange approprié. Je garde une partie, c'est principalement ma vieille culture que je mélange avec le bois raméal fragmenté, broyé. Ça, c'est pas encore broyé, je le passe dans ma machine et puis on arrive à un résultat comme celui-là. Ça, c'est la texture que tu vas avoir au final? Ça, c'est ce que tu veux au final, oui. OK. Ouais, alors, tu vois, ça prend quand même une granularité assez fine, pas trop fine. Si c'est trop fin, ça nous donne de l'anaérobie. Donc, ça manque d'air un peu. Plus d'oxygène, c'est des champignons pathogènes dont la moisissure. Ça en veut pas, et ça pue. Et puis, donc, on a besoin d'avoir une granulométrie correcte parce que plus la granulométrie est fine, plus vous avez d'attaque des champignons sur plusieurs facettes. Ouais, c'est ça. Ils ont plus à manger, quoi, plus de surface de nourriture. J'ai des gens, des fois, qui vont me dire comment il y a d'NPK, là? Il n'y a pas d'NPK dans ça, là. Okay. Tu peux expliquer NPK? L'azote, phosphore, potasse. C'est les éléments nutritifs qu'on met principaux pour les engrais de synthèse. Ce produit-là, je l'applique à l'état pur en surface, sur une épaisseur d'environ 2 cm. Ça génère un écosystème sol. Donc, ça favorise la multiplication des micro-organismes en sous-instance. J'ai un couple de jeunes qui sont venus et puis qui me disaient, ce printemps, on a appliqué environ 2 à 4 cm de BRF. On s'attendait à trouver 2 à 4 cm d'humus, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est beaucoup plus en profondeur parce que ça a stimulé le milieu, la création, la génération d'humus dans le sol. C'est les vers de terre, c'est-à-dire qui sont remontés, qui ont pris le carbone, ils l'ont redescendu, les champignons sont développés, ça a structuré ton sol. La transformation, ce sont les champignons. Viennent ensuite les bactéries, les protozoaires, nématodes et vers de terre. Dans mon compost, j'ai une culture de champignons ici. Le strophère particulièrement actif dans ce milieu-là. Et puis, j'ai aussi une culture des Séniophoïtida qui est le verre à compost. Le verre à compost peut se multiplier jusqu'à une échelle de 250 par coupe de vers de terre par mois.
Alors, ok, donc ça se multiplie très très vite, quoi. Oui. Le ver de terre, normalement, c'est du ver à compost venant de Californie. Ce sont les petits rouges, ça? Les petits rouges. Ouais, ok. Normalement, ils ne passent pas l'hiver. Bah ouais, ici, mais, oui. Ici, avec ce genre de méthode de culture-là, j'ai pas de gel au sol. Peut-être une petite croûte à peu près comme ça, tout simplement. Tellement ça chauffe, tu veux dire? Il y a une montée de température même dans le sol de la butte. Okay. Alors la dynamique, on monte la butte sur une épaisseur d'à peu près une première fois initialement, quand on part la culture, la permaculture. On installe le système vivant avec le milieu et une nourriture appropriée. Donc le cycle se perpétue. Tu mets un compost déjà où il y a toutes les bactéries plus du carbone? Enfin, du BRF, quoi. Ouais, c'est mon compost qu'on part. On part avec le compost. Et puis on entretient avec une couche de BRF en mulch à peu près de 2 cm. Et tu disais qu'en compost, tu mettais une bonne couche quand même? Oui, au départ. Mais après ça, là, on touche. Au départ, c'est ça. Après, tu mets juste régulièrement du BRF. J'ai des Allez, on va se poser. On est bien. J'ai des plates-bandes ici, comme on voit là-bas, là, qui ont 25 ans. Et puis les vivaces sont absolument là, exubérants en fait de volume. On parle parfois d'un tiers de plus de volume que tout ce qui est offert sur le marché. Est-ce que tu dois faire des rotations, toi, du coup? Dans certains cas, moi, je laisse la permanence. C'est sûr qu'ici, bon, ben, j'en vends quand même des vivaces. Et puis, quand je refais une butte après plusieurs années, ben là, c'est sûr que s'il manque de volume, parce que quand je fais de l'extraction de plantes, ben, je me retrouve avec un déficit en terreau. Alors, je remets du compost et puis je remonte ma butte. Parfois, je recommence une butte au complet, là. Et puis, on part avec une autre plantation. Puis la plantation, dépendamment de ce qu'on a besoin, ben, on va faire un roulement comme celui-là. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, j'adore. J'aimerais te poser d'autres questions. En dehors de la technique, c'est comment t'en es arrivé là? Tu peux me parler un peu de ton histoire? J'ai travaillé dans le milieu forestier et puis on avait un dossier c'est un bon sous-ministre, M. Gay, qui m'a fait venir. Moi, je venais tout juste de rentrer. Et puis, il me parle de ça pendant 1h30 de temps. Puis, dès l'été qui a suivi, j'ai fait une application dans mon potager. Il parlait de BRF, c'est ça? De BRF, le terme n'existait pas encore à cette époque-là. Donc c'est de faire du compost avec des branches, quoi, il disait. C'est ça, exactement. Puis la première dynamique, même, c'est quelque chose qui n'a jamais été exploré. C'est que j'ai fait venir des textes de Case and Barton qui ont été traduits en Colombie-Britannique, d'expériences russes sur le bois, mais on parlait de bois collinaire à ce moment-là. Il y a une distinction à faire entre le bois collinaire, qui est le bois de tronc, et la branche. La branche est beaucoup plus riche en éléments nutritifs, acides aminés, sucres, protéines, pour dynamiser la chaîne de vie. Le bois de tronc, c'est sûr, comme je parle dans mes textes, c'est qu'il va finir par se décomposer en forêt quand un arbre tombe, mais ça va prendre beaucoup plus de temps et beaucoup moins riche. Parce qu'il est beaucoup plus carboné, c'est ça? Donc plus de carbone, plus de choses à décomposer, quoi. C'est ça, justement. Puis Case and Barton, eux autres, la première approche qu'ils avaient, puis c'est encore dans les années 30, c'est des textes qui avaient été faits sur la nutrition animale. Ce qu'on ne parle jamais. Avec ces produits-là, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ça a commencé avec la drèche de cèdre et de sapin pour les huiles essentielles. Alors, on s'est rendu compte que les animaux, comme les bovins par exemple, on en bouffait, on s'amusait à dire la grosseur de la tête de l'animal, puis après ça, il était rassasié, puis il passait à d'autres choses. Mais là, il avait déjà été distillé. Tu leur donnais des branches aux animaux? C'est un distillat, il avait été broyé, il était resté là en résidu. Bon, il y a des sucres là-dedans, puis cette avenue-là n'a pas été exploitée. Suite après, on a commencé à s'intéresser à la fertilisation, même que j'aime pas le mot fertilisation, la reconstruction d'un sol riche en humus et en système vivant. Donc, on parle de sol vivant. T'as plein de choses à dire, c'est génial. C'est complètement une autre philosophie, une autre culture qu'une culture d'intervention directe et de contrôle. Moi, je parle ici d'une harmonisation des systèmes vivants. On crée un écosystème et la nature nous dépasse dans son action constructive.
Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est absolument fascinant, ce qui fait en sorte qu'en été 2018, comme on a eu cette année, là, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on divise des plants, parfois des boutures, 2 chairs entre autres. Ouais. On remonte notre butte et puis on fait la bouture, on fait la plantation, on remet le paillis par-dessus. On fait une belle taille avec un tire-sève qui est la grosseur de la moitié du piston. Et puis, on passe un autre plat-de-bande sans arrosage. Okay. Mais déjà, j'ai sorti des plants tout l'été, 2 mois et demi de canicule très forte. Ouais. Et puis, je montrais la terre aux gens qui venaient ici. Je dis, regardez, une humidité ambiante constante. Tout à l'heure, je te parlais de mon jardin collectif où eux, ils voulaient rajouter du compost tous les ans. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous ne laissez pas toute la matière organique, quand c'est en fin de saison, tu la coupes, tu la laisses, rien que ça au moins ça va nourrir un petit peu ton sol. Pourquoi vous ne faites pas ça? Ils m'ont répondu parce que du coup au printemps, c'est pas dit que tout sera décomposé et que quand ils veulent semer, ça va poser problème. Est-ce que tu as envie de dire à ça? Je disais à mon monde ici, puis à ma clientèle, quand le premier cycle d'installation de la butte est fait, on est mieux de laisser la nature opérer en faisant une application à tous les ans, par exemple, de mulch, de BRF autant que possible. Si vous en avez, c'est encore supérieur à la paille parce que la paille, c'est de la cellulose. Okay. La jeune lignine, ça, c'est l'action des champignons et c'est un processus de digestion d'un cycle de micro-organismes à l'autre. Okay. Donc, il y a libération de... Les micro-organismes assurent leur alimentation, si on veut, et les résidus sont relâchés dans le milieu et servent de nutriments et de cyclage d'un processus à l'autre. Okay. Donc, c'est un processus de biotransformation cyclique, si on veut. Ouais. Alors, on est mieux de laisser la stabilité du sol s'installer plutôt que de toujours, ça a l'air bizarre à dire, de perturber le milieu avec des intrants toujours, alors que la nature doit toujours constamment s'ajuster. Ouais. La plante a toujours été vue comme un parasite, alors que c'est pas un parasite, là, c'est un contribuant. Et puis même si vous n'avez pas de plante sur le terrain, c'est là où vous avez un problème. Parce que la plante apporte quelque chose au sol. Elle ne fait pas que prendre. Dans la nature, il n'y a personne qui fait que tu laisses de la prendre. terre comme ça, il y a toujours quelque chose qui va pousser, quoi. Une graminée qui va pousser parce qu'elle veut protéger le sol. Exactement, exactement. La plante, par la photosynthèse, elle va capturer le soleil, elle va biotransformer l'énergie solaire en polysaccharides. Et en sucre, donc, et en protéines. Donc, ces sucres-là sont acheminés par voie de canalisation descendante et il y a exustion des sucres au radicelle. Il y a interpellation, c'est un attractant pour les bactéries, les fungi. Donc, dans la rhizosphère, à l'échelle de 1/25e de pouce, là, c'est quelques microns, c'est là où le processus de transfert se fait. Donc, il y a un échange des sucres par rapport aux nutriments qui remonte la chaîne, des végétaux. Quand tu dis cyclique, c'est vraiment ça, quoi. Absolument. C'est que chacun aide chacun un petit peu et dès que le cycle est enclenché, c'est parfait. Exactement. Puis, comme je dis des fois sur les plantes potagères, lorsque vous avez fait la récolte de vos plantes, que ce soit les légumes racines ou autre, votre terre se retrouve à nu, c'est là que c'est important. C'est pas parce qu'on n'a plus besoin de notre terre qu'il faut la laisser tomber. C'est là où elle a plus besoin d'être parce que vous n'avez plus les végétaux. Donc, si vous avez votre couverture, ramenez votre butte en couverture de mulch. C'est là qu'elle en a besoin parce que la terre, elle va garder son système vivant. Et son activité et ses populations de micro-organismes. Et puis en même temps, vous rajoutez après ça, comme la forêt le fait si bien, avec la tombée des feuilles et des brindilles couche par couche, année par année, en surface. Alors, vous avez votre nourriture carbonique, mais surtout votre milieu ambiant. On ne parle plus comme on disait tout à l'heure, de NPK, on parle d'un système riche, vivant et écosystémique. Donc, il y a une prévention d'érosion avec ça. Vous avez un réchauffement du système sol. Et puis, vous avez un minimum de désherbage. Ici, là, j'ai un employé actuellement, puis on a quand même 450 plates-bandes.
Ça veut dire environ 2 hectares en jardinage. Et puis, j'en parlais en Europe quand je suis allé, puis ça s'est mis à jaser, là. Et puis, ça se peut pas de s'occuper de tout ça en même temps. Avec 2 personnes uniquement, quoi. Ce qui est énorme, 2 hectares. Oui, quand même. Puis, on fait beaucoup d'ensachage ici. Vous voyez, les sacs là, je peux avoir 500 sacs de pêche seulement qu'en BRF. C'est quoi les sacs? C'est des sacs de bois raméal fragmenté. Okay. Et puis on a des sacs de compost. Ici, on a. Ça, tu les vends aux particuliers? Au particulier. Puis j'en ai aussi à des paysagistes. Mais c'est surtout. C'est une clientèle de bouche à oreille. Moi, j'ai jamais fait de publicité ici. On fait de la qualité. Et puis les gens se disent. Et puis il y a une belle énergie joyeuse. Et puis les gens me disent, écoutez, on est content de vous avoir. Puis de vous revoir d'une année à l'autre. Je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça que je suis venu te voir. Hein. J'ai entendu parler de toi et je me suis dit, ah là, il faudrait que j'y aille un jour, quoi. Et puis quand j'ai vu ton site, il y a plein d'infos sur ton site, je le mettrai d'ailleurs en lien. Ouais, c'est. Et je dis, ok, bah viens. Et puis on a discuté vite fait par email, je dis, ok, je pensais juste t'acheter, tu vois, du compost. Je lui dis, ok, non, je viens, je te pose des questions, toi, tu sais des choses, quoi. C'est trop bien. Souvent, les gens me disent, c'est des choses absolument sympathiques qui mettent de l'énergie vivante dans tout l'ensemble. Tu sais, les gens me disent ici, tout bonnement, c'est quasiment gênant de le répéter. Les gens me disent, on vient ici pour vos bons produits, bien sûr. Mais on vient ici pour vos bons conseils. On vient ici surtout pour ce que vous êtes. Tu sais, qu'est-ce que tu peux avoir de plus que ça comme inter-échange d'énergie? Moi, je leur réponds bien spontanément. C'est un petit stagiaire qui était venu ici. Ben, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans un milieu comme celui-là? Ben, j'ai dit, c'est toi qui as insisté pour venir faire ton stage ici. Puis je dis aux gens, ben c'est vous autres qui êtes venus ici, parce que vous avez déjà un cheminement qui est fait, qui est en voie. On parle des bonnes choses et les gens sont prêts à les recevoir. Ah, je vois. Et puis, il y a un plaisir fou à se sentir comme une contribution, si tu veux, à un sain développement. Et puis, moi, j'aime à dire, c'est mon jardin que j'ai ouvert au public, là. Ouais, en fait, tu aimes ce que tu fais et le reste c'est fait tout seul, quoi. Ben oui, tu n'as pas monté tout ça dans le but de faire de l'argent, de vendre quelque chose. Tu te dis, je fais ça parce que je le kiffe, ça marche bien dans mon potager. Et puis les gens sont venus, c'est ça en fait, c'est comme ça que tu as marché. Ça, les gens sont venus, ils se sont dit, ça pousse bien chez toi, est-ce que je peux en avoir aussi si on fait ça? J'avais quelqu'un qui a un doctorat en agronomie qui me disait, bon, ben, tu sais, on ne connaît rien dans la vie du sol, tu sais. Pourtant, puis il arrive ici, je suis épaté de voir tout ça. Et puis. J'ai dit, ça défait tous les paradigmes de ce qu'on a appris à l'université. Ah, mais les agronomes, tu m'étonnes. Je ne sais même pas si ça fait un compost. Pardon. Non, puis on ajoute là-dedans, ben, tu sais, il faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir l'ouverture à la perception des systèmes vivants pour qu'on apprenne. Quand tu sais tout, tu sais rien. Ouais, tu mets, comme disait M. Guy, quand je parlais tout à l'heure, tu as mis le bouchon sur la cruche, tu sais. Donc, tu n'as plus rien à prendre. Ouais. C'est bien différent puis il me dit de même, il dit, ça défait tous mes paradigmes qu'on a pris, tu sais, le monsieur. Ouais. Bon, écoute, quand on répète ce que la science nous enseigne, on répète des formules toutes faites. Ben, c'est dans la tête, quoi. Tu risques de biaiser et puis d'échapper l'essentiel. Les systèmes vivants, là, c'est pas un système de contrôle. Sinon, on détruit parce que souvent, l'homme va prendre des raccourcis. Et puis, il va avoir une attitude de prédateur et de dominance. Ouais. Alors qu'ici, on a une attitude de collaboration et de participation. Ouais. On devrait laisser notre milieu améliorer. Et puis, si on regarde aux alentours, ben, je pense qu'on essaie de contribuer à ça. Et puis, c'est multiplicatif parce que les gens, on arrive à quelque chose qui est tout à fait existentiel. Où est-ce qu'on est dans cet univers? Qu'on peut chérir aussi. J'adore ce que tu dis, c'est trop cool. c'est super, c'est totalement permaculture, quoi. C'est vraiment un gros respect du vivant, quoi. Absolument. Absolument. Donc en fait, tu t'es connecté un petit peu à ton jardin. Tu te sens. C'est le plus il y a un lien, quoi. Peut pas avoir. C'est d'être branché dans son milieu et de, comme je disais tout le temps, de se faire des amis. Tu sais, collaborateurs, et puis qu'on est un élément participatif et constructif dans tout ça. C'est une question de culture, c'est une question d'attitude. Puis c'est ce petit iota-là qui disent les gens, on vient ici pour, tu sais, ce que je disais tantôt. Quand tu aimes bien les gens qui te fournissent un travail, tu as envie de continuer avec ces gens-là, quoi. Ben oui. Enfin, le lien social, c'est important, quoi. Dans notre milieu et dans notre univers.
Alors, on est créatif. Et puis, tu sais, la notion de travail, entre autres, là. Quand on fait ce qu'on aime, moi, parfois, je me dis, ben pourquoi je continue tout ça? Les enfants, mon monde autour de moi, ben pourquoi tu continues ça? Tu n'as pas besoin de ça pour vivre? Ben oui, j'ai besoin de ça pour vivre. Ouais, ça remplit beaucoup de besoins chez toi. C'est pas juste pour faire de l'argent, c'est pour remplir plein d'autres besoins, quoi. Et tu retrouves tout ça ici, quoi. Puis même à ce niveau-là, quand tu sais, il n'y a pas de honte à ce qu'une chose fonctionne aussi, parce que tu sais, on pense au granola, on pense à toutes ces notions-là. Fonctionne financièrement, tu veux dire? Oui, c'est ça. Puis, regarde, je vais aider des groupes qui veulent fonctionner aussi. Et puis, bon, voilà. Tu sais, j'ai eu des gens qui sont venus chercher des sacs de compost qui pèsent quand même 45 kilos en vélo. Tu sais, je trouvais ça amusant, c'est correct, là, tu sais. Mais, tu sais, je trouve ça tout simplement charmant, tu sais. Un peu innocent. Il arrive un semi-remorque qui va m'emmener ça dans 25 verges d'une shot, là, tu sais. C'est correct. OK. Ce que je trouve fascinant, moi, j'ai eu des demandes concernant des organismes qui font de la fertilisation, évidemment, chimique. Ils ont des demandes dans le bio, ils ne savent pas quoi répondre, ils viennent me voir, tu sais. Puis là, on a regardé le marché, on dit, regarde, c'est logique, ça va très bien, on a des référents. Puis c'est comme ça que les choses se structurent aussi, tu sais. Mais je trouve ça intéressant qu'on commence. C'est comme acheter dans les supermarchés des alimentations bio. On participe, on vote pour un développement dans le bon sens. Ouais. Où il y a même mieux à faire, c'est encore local. Tu vas à la ferme qui est bio, qui est sur l'île d'Orléans, ou bien ici dans le coin, sur le bourg, il y en a, quoi. Tu vas les voir directement, donc il n'y a même pas d'intermédiaire. Tu vas voir le producteur. Ben, c'est ça, voilà. C'est ça. Les gens arrivent ici, puis c'est home, là, c'est familial, c'est les petites poissons là, le potager, les jardins. Bon, ben tu sais, on connaît l'autre, et puis les gens, ça arrive souvent qu'ils se mettent à jouer ensemble et tout ça, tu sais. Okay. Bon. Écoute. Je vois. Est-ce que tu veux montrer quelque chose encore en particulier? Ah, ben les jardins. Allez, viens, on va voir les jardins. Tu vois ici, là, ça c'est un petit étang, c'est juste derrière la maison. J'ai un autre étang là-bas, j'en ai un autre un peu plus haut, où j'ai une source d'eau potable, et puis j'ai mis du BRF à 30 à 40 cm dans le fond? Sur le dessus. Non, sur le dessus. De l'étang? De l'étang. Ouais, c'est mon bassin d'alimentation en eau potable. Ok, tu peux expliquer un petit peu comment ça marche tout ça? Parce que quelle est l'utilité des bassins? J'avais une source, là c'est pour mon eau de la maison, là. Ouais. Et puis je suis connecté sur l'aqueduc, mais le chlore et le fluor et tout ça, ça m'intéresse pas. Ah, je suis d'accord. Faire la bouffe et tout ça, là. Alors on monte avec la cruche, on va faire ça. J'aurais pu faire une canalisation t'as une pompe? la maison. Même pas, là, ça marche par gravité. Ok, donc elle sort là, t'as une petite rivière là, qui coule. Un peu plus haut, ouais. Ok, puis, génial. J'ai un petit bassin. Puis, génial. C'est plein de grenouilles. Puis tu vois, j'ai une famille de canards ici. J'ai 2 familles qui sont installées, une famille de 10, puis ils les ont sauvés. Et puis une autre famille de 7. Puis là, les canards sont autour de nous autres, pratiquement domestiques. C'est quoi l'utilité, en plus d'avoir de l'eau potable, d'avoir un étang comme ça? Pour le potager ou pour toi, ou qu'importe. C'est un autre milieu vivant. L'eau, c'est un facteur important. Les grenouilles, aussitôt qu'il y a un petit peu de pluie, bon, on les voit partout dans le jardin. Il faut certainement un peu de prédation et tout le reste. Et puis, c'est plein d'oiseaux ici, parce qu'il y a plein d'arbres partout. Et puis, voilà, le milieu est sain. Les oiseaux ont tout à fait plaisir à être dans un milieu comme ça. Et puis, moi, parfois, je vois en plein hiver, j'ai vu peut-être une vingtaine de merles dans mes composts. Alors, moi, je me suis rendu compte que c'est même pas les vers de terre qu'ils vont chercher, hein. Ça peut être les mycéliums. Ok, ils se nourrissent aussi de mycélium? Ils se nourrissent de mycélium et de tous les micro-organismes qu'on ne peut pas soupçonner. Ok. Alors, ils ont un intérêt à être là. Ouais. Alors... Donc tu as un écosystème bien particulier ici qui est plus ou moins complet, tu veux dire, plus que si on t'allait 500 mètres plus loin, quoi. Toujours en réajustement. Là, je sais pas, il n'y a rien de parfait ici. Ça va. Puis moi non plus le premier, parce qu'il y a des maisons pour ça. Hein. Comment ils survivent les grenouilles au Québec quand il y a moins 35? Ah, ils tombent en léthargie dans la vase du fond des étangs. Et ils restent 6 mois comme ça sous la neige, c'est vraiment biologique. C'est génial, je sais pas. Un degré de température vers avril, début mai, là, à un moment donné, là, il y a comme un silence qui se fait, puis à un moment donné, tu entends. Elles reviennent quoi? Ça commence à grenouiller. Ah, c'est fou. Puis là, tu vois les têtards, là, c'est plein. Là, puis, voilà. T'as quelle profondeur là pour qu'elles puissent survivre là-dedans?
à peu près 1 mètre, je dirais. Là. Ah ouais, c'est pas profond. Non. Ok. Et ça gèle pas entièrement? Non, ah non, parce que ça gèle, sauf à la vase, quoi. Ouais. J'ai un fond d'argile ici. Hein. Ah oui, c'est pas une bâche que t'as mis, quoi. Non, okay, c'est naturel, c'est naturel. Ok. J'ai un autre étang juste à côté là-bas. Ouais. Et puis c'est un île en fin de compte. Hein. C'est entouré d'eau. Ouais. Et puis c'est un air de repos parce que quand on a bouffé le soleil toute la journée, ben, on se met plutôt à l'ombre dans la hamac. Et puis c'est un petit air de tranquillité. Puis évidemment, on est entouré d'eau et de grenouilles et tout ça. Et puis la lune le soir et tout le reste. Là. Ça fait que c'est quand même charmant. Okay. Puis vous voyez les plantes ici. Regarde, je vais m'en aller à côté. Vas-y. Pas un cimispige, mais ça c'est le Cimispiga racemosa atropurpurea. Vous voyez la dimension des... regardez, c'est des plants ici qui sont installés comme ça depuis au moins 25 ans. Et puis il n'y a jamais eu d'apport de terreau. Et puis... regarde c'est bien riche, hein, c'est bien sombre, tu vois bien encore. Tu vois. Et puis les plantes sont très bien vivantes et puis le sol est encore riche. Là. Alors j'ai eu seulement qu'un petit peu de BRF d'appliquer à chaque année quand je rase pour passer l'hiver. Tu découpes quand même l'hiver? Je remets du BRF à un coup j'ai coupé là, pour remonter un peu. C'est ça, tu nourris le sol régulièrement, quoi. Le sol ne devrait jamais être à découvert. Ni retourner. Tu touches pas, quoi, le sol. Là. Ici, on vient de refaire une plate-bande parce qu'il y avait eu... on vient tout juste de le faire. Ici, ça, c'est 2 Perovskaya ici. Là, on vient des planter hier seulement. Regarde, tu vois. C'est très meuble. Hein. C'est facile comme tu mets ta main dedans. C'est floppé. Et puis, regarde ici. Il y a de la vie un peu. Salut, toi. Là, je viens de tabasser un petit peu, là, mais c'est un Senia foetida qui est là. Ça, c'est le petit verre de Californie. Le petit verre de Californie. Puis il y a du verre indigène aussi, puis là, on ne perturbe pas l'autre. Fait que tu vois, regarde ici, tu vois le... Il y a le mycélium, là, on voit, c'est un peu blanc. Hein. Là, ça vient tout juste d'être fait, mais regarde ici, sur le copeau de bois. Ouais, c'est parfait, quoi. C'est vivant, quoi. Tu fais de la culture de champignons aussi, du coup? Oui, mais tu sais, c'est tout à fait... intégré dans le milieu parce que tu vois en arrière c'était forestier, on a commencé à faire des contenants. J'ai 1400 variétés de plantes vivaces. Regarde ici, c'est un Miscanthus sinensis zebrunus. On parle d'un tiers plus volumineux qu'ailleurs à cause du sol. Et ici évidemment, là, si vous voyez un plant de ce gabarit-là, vous ne verrez pas ça bien les endroits. Il kiffe sa vie, quoi, il est heureux. C'est chinois, sinensis c'est chinois. Et puis vous avez certainement une couche de racines, une épaisseur de racines. Au moins donc ça va bien ameublir tout ton sol en profondeur. Oui. Ici, là, c'est des plantations qui sont là depuis un peu de temps, là, mais tiens, regarde. Regarde, tu vois, là, il est mélangé un peu avec le BRF. Ça reste très meuble, hein. Parfait, et bien sombre, c'est génial, quoi. J'ai une question concernant l'hiver. Tu vois, moi je me dis, c'est Québec ici, il y a moins 30, moins 35 parfois, mais tu dis que la vie du sol reste là, elle reste active. Moi l'hiver, le printemps, quand j'ai besoin pour partir mes plants de tomates entre autres, je vais pelleter de la neige pour avoir un mètre de neige. À quel moment tu pelles la neige? Non, je tasse la neige, je vais chercher mon sol dans une plate-bande que j'ai choisi pour déranger mes plantations. J'aime mieux prendre ma terre. Dans la dynamique qu'on disait tout à l'heure, la terre va se bonifier avec le temps. Alors, on part avec un état de compost pour démarrer la culture du sol vivant. Et puis, la terre va se bonifier. C'est l'inverse quand on parlait de paradigme d'agriculture tantôt. Où tu appauvris ton sol, mais tu à chaque fois avec du pétrole en chercher quoi. Toi, tu le bonifies. On le bonifie. Attends, j'ai pas tout compris. Tu m'as dit que c'est quand il y a la neige, tu fais ça. En avril, tu enlèves la neige? Je pèse la neige, j'entasse la neige. Puis j'ai parfois une petite couche de glace. Peut-être 1 centimètre. Je tasse la glace, puis je vais chercher mon... Puis bien souvent, il n'y a même pas de glace dessus. J'enlève un peu de BRF et puis je vais chercher mon sol, je remplis une chaudière
Et tu fais tes semis en intérieur alors? Puis je la laisse réchauffer dans la verrière. Ouais. Et puis le lendemain, je suis prêt à semer direct dedans. Ok. Ma terre, j'aime mieux travailler avec un sol qui est maturé dans ma plate-bande que de prendre mon compost, mon propre compost. Pourquoi? Tu peux expliquer un peu? Ouais. Parce que la terre, elle se bonifie avec les années. D'accord. Donc, elle va prendre une stabilité. Ça, pourquoi c'est mieux de ne... Quand on a monté notre butte, on essaie de maintenir la vitalité améliorée. Donc, on évite de rajouter toujours des intrants, sauf en surface, où on maintient la couche superficielle de mulch. Est-ce que ça ne dérange pas le sol d'être pris comme ça, d'être rentré et puis remis? Tu vois, s'il y a de la vie dans le sol, tout ça. C'est parce que je fais mes semis intérieurs. Et c'est un endroit en particulier où tu prends la terre, c'est ça? J'essaie de déterminer un endroit parce que je connais pas mal mon jardin. Puis j'arrive habituellement assez bien géographiquement parce que c'est de la neige partout. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu prends pas de la terre de partout en disant là ça va être mon coin tomate donc je prends de la terre là ça va être mon coin céleri, je prends. Ok, ça va. Tu prends juste un endroit où tu as de la bonne terre et tu prends quoi. C'est un nouveau terreau parce qu'on a refait la butte ici là. J'avais un stock qui avait dégénéré, il s'est ensemencé, et puis on a épuré l'affaire, puis on a sorti la génétique de la plante. Et puis, tant qu'à faire, on a refait la composition de tout ça ici. Là. Fait que ça arrive qu'on en fait, là, on en fait peut-être quelques-unes quand même. C'est quand même assez grand. Il y a des structures qui sont permanentes ici. Bon, je fais du prélèvement en vendant des plantes, et puis comme je disais, parce qu'on a un affaissement de sol, on met du compost, on repart à une autre chose. Le jardin n'est jamais intégralement tout remué d'un bout à l'autre. Non, bien sûr. 400 variétés, il y a quand même beaucoup de polyvalence. Ça va. Puis on voit des couleuvres et puis tous ces petits agents-là qui contribuent à l'équilibre, en fin de compte. Parce qu'on gagne à avoir la polyvalence sur la stabilité et l'équilibre, si on veut. Là, tu sais. Je peux te parler d'un truc chez moi, tiens. Moi, j'ai acheté une maison à Charlesbourg, là. Et je pense que c'était un terrain sur lequel les gens aimaient bien avoir un beau gazon, tu vois, le gazon vert fluo, et donc ils mettaient pesticides, engrais, genre de conneries. Et du coup, quand je regarde mon sol, il est dur, il est très dur, et ça pousse très mal. Comment tu pars de ça vers ça? Une simple application de BRF va assouplir, va faire travailler ton sol, comme on disait tout à l'heure. Et tu inocules un petit peu, histoire de faciliter, tu rajoutes déjà peut-être du mycélium si tu en as. Quoi, tu vois. Je partais pour dire tout à l'heure, quand j'ai eu à charger des voyages, j'ai gardé peut-être un 200 mètres cubes, peut-être plus, là, de BRF de l'an passé pour assumer un tampon, si on veut, quand il me manque de matériel frais. Puis ce printemps, au mois d'avril, j'ai eu à le déplacer pour commencer mes opérations. J'avais un 30 cm de mycélium qui se sont installés spontanément. Ok. Mais ça vient spontanément, mais tu peux l'aider, Et puis, voilà. Le BRF pur commençait à se transformer, à prendre la couleur plus foncée en terreau. C'est possible que je garde... Puis là, les gens, il y en a qui ont préféré celui-là au frais. Ça va durer un peu moins longtemps, mais l'activité a déjà commencé. Quand j'ai pu avoir suffisamment de volume, le peu qui me restait, je l'ai transformé au compost et puis voilà, il y avait une étape Puis c'est fou comment la transformation se fait rapidement. Rapidement, c'est-à-dire on peut parler de quelques semaines même. Ah ouais? C'est fou. C'est génial. Vas-y. J'ai un compost qui je fais un compost potager également. On parlait de fin d'azote tout à l'heure. Ça n'existe pas, la fin d'azote. Ça, je veux bien que tu m'en parles. Parce que moi, je parle beaucoup de fin d'azote. Parce que moi, mon problème que j'ai, c'est que j'ai encore des feuilles qui sont là de l'année passée, tu vois, sous mon BRF. Bien, le premier agent de transformation, ça, c'est mon BRF. Là, il est quand même très beau, celui-là. C'est brut. Je le passe dans ma machine, ça donne ce que j'ai là. Là, la machine. Et ça donne ça. Donc ça c'est plus ou moins brut, comme lui le reçoit, mais déjà broyé quoi. Il est pas mal déjà. Beaucoup d'effiloches, les particules sont plus grossières, mais là j'avoue que c'est quand même quelque chose qui est très beau. Tu me disais que tout à l'heure ça c'est un 6/N de 50, plus ou moins.
Comment? C'est un C sur N de 50, tu me disais tout à l'heure. Je sais pas si c'était toi ou Patrick. J'ai pas compris. C'est un C sur N de 50, ça, plus ou moins un truc comme ça, ton BRF ou... On parle de. Avec la feuille, on peut se rendre à 40 pour 1. Okay. Alors que le bois collinaire, on peut se rendre à 500 pour 1. Ouais, et ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Ouais, et beaucoup d'azote. Parce qu'il y a des machines qui vont passer du 45 cm, hein, c'est du tronc. Hein. C'est plus du bois à miel, même si on parle de feuillus. Alors moi, je paye pour le matériel. C'est du matériel qui allait dans les sites d'enfouissement ou à l'incinérateur même. C'est dommage, à l'époque. C'est dommage d'aller brûler ce truc-là, quoi. J'ai vraiment initié le processus de récupération un petit peu, quoi. Réutilisation. De récupération avec ça. Et puis, moi, je paye pour le matériel. Certains, là, ça fait quand même un revenu substantiel également. Ça fait leur affaire, ça fait la mienne, ça fait surtout l'affaire des gens qui le prennent. Cool. En produit fini. C'est cool. Et puis, tu vois, ici, c'est pour passer du matériel comme ça avec un broyeur, d'enclume et couteau, ça ne passe pas. Attends, tu peux répéter ça? Ça prend un appareil qui est à fléau. Donc, le matériel n'a pas le choix de rentrer dans la machine. Il est broyé, battu, puis coupé surtout. Ça prend de la vitesse, ça prend du tranchant. Et puis, j'arrive avec un produit qui est celui-ci, comme on voyait tout à l'heure. Donc, moi, je ne peux pas faire ça. Si je m'achète un petit broyeur, tu vois, portatif, ça marche pas. Si vous achetez un broyeur pour passer de la branche, là, c'est un enclume, une partie fixe. Et ça concasse, en fait, quoi. Le couteau va passer comme ça. Donc la branche va être passée dans les couteaux progressivement. Mais si on a du matériel qui est déjà broyé comme celui-là, ça ne passera pas. Il va bloquer et il ne passera pas dans la machine. Alors que dans cet appareil-là, j'ai 96 couteaux, puis j'en ai un autre flambant neuf. C'est tous des prototypes d'appareils que j'ai mis au point ici. C'est toi qui les as construits, tu as mis en place des pièces et... Oui, j'ai quelqu'un qui travaille pour moi, mais le concept, c'est moi qui le mets en marche. Ok. Celui-là, il est parti d'une moulange à marteau, moulange à farine, mais j'ai modifié complètement l'affaire. Le cœur de la machine est toujours là. Ça servait à faire de la farine avant? Oui. Ok. Puis là, il est en fonte, puis la fonte, avec les années, là, ça fait quand même quelques dizaines d'années, commence à éclater et puis ça ne saute pas. Je le rentre à l'atelier, je remets tout son acier. Et puis, c'est du bidouillage de quincaillerie, mais ça prend ça pour faire ça. Ouais, pour la fin d'azote, pour revenir à ça. Le premier agent de transformation du BRF, c'est le seul micro-organisme, ou à peu près, qui peut biotransformer le BRF, ce sont les champignons. Donc, ils vont digérer, si on veut, le matériel. Et puis l'azote qui va en sortir à l'état pur, toujours, puis c'est jamais pur, c'est l'ammonium. L'ammonium est assimilable par les plantes vivaces, arbres et arbustes. Dans les plantes potagères, les plantes de cycle court dont les plantes potagères font partie, vont avoir besoin d'un azote sous forme de nitrite et de nitrate. Donc, il faut que les bactéries nitrifiantes et les archéas, ce qui est juste seulement qu'il y a une trentaine d'années, on ne connaissait même pas, les archéas ont un facteur déterminant pour la transformation au nitrate. Puis on les identifiait sous forme de bactéries alors que c'est une famille souche tout à fait unique. Moi je vais contrer la problématique pour le potager en laissant les bactéries nitrifiantes s'installer, donc un petit peu plus de maturation au niveau de la biotransformation. Donc les bactéries vont digérer, manger les résidus, entre autres des champignons. Puis les bactéries vont servir de nutrition aux protozoaires, puis les protozoaires vont nourrir les vers de terre. C'est vraiment une question de temps en fait, quoi. Au début, tu auras de l'ammonium alors avec les champignons, donc ça tu peux l'utiliser pour tes buissons si tu veux. Si tu attends encore un petit peu, tu vas avoir des nitrites et des nitrates. Tu auras les bactéries qui vont se nourrir des champignons. C'est la raison pourquoi pour le potager. Je laisse maturer, je fais combien de temps une autre année de plus. Ah oui, carrément quoi. Et puis la formule est très bonne, les gens me disent que ils réussissent très bien. Et puis encore une fois, c'est le sol particulièrement de potager parce que c'est un peu un cycle extraordinaire parce que l'homme intervient... On peut aller voir juste pendant que tu parles, L'homme intervient en mettant une graine, puis bien souvent c'est des plantes qui sont d'origine tropicale. Donc on est dans un milieu qui est un peu artificiel.
Donc, je viens de faire un mélange d'assouplissement. Je viens d'introduire un peu de BRF dedans, là, parce que dans un certain sens, le sol avait même pris la formule de terreau. Alors là, ça fait à peu près un mois. Tu as remis un petit peu de volume dedans pour l'aérer, tout ça? Ouais, pour l'aérer, parce que le sol va prendre un peu plus de souplesse, si on veut. Alors, je viens de le mélanger, mais normalement, là, on verrait très bien les... Et puis, il faut bien comprendre aussi que le ver de terre, là, actuellement, là, il va être plus dans les buttes que dans un état qui est artificiel comme celui-là. Ouais. Mais aussitôt que l'hiver va revenir, la population va s'en venir à chaleur. Okay. C'est une des raisons pourquoi un ver de Californie va vivre ici. Ouais. Parce que je vois très bien le petit ver rouge au printemps qui est à maturité et du vermisseau. Donc, continuer à se reproduire. Ouais. Normalement, ici, dans un climat qui est quand même tempéré, mais froid, les œufs vont passer l'hiver, mais pas le ver original. D'accord. Mais ici, il reste quand même vivant, quoi. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut une grande surface comme ça pour garder tes vers de terre, donc de la chaleur? Sur les buttes, ça irait pas, par exemple? Oui, dans les buttes, je retrouve aussi. Si, ok. Puis si je veux m'amuser vraiment à en chercher, là, je l'ai fait au mois de novembre, donc on a commencé depuis un mois à avoir des gelées. Là. Ouais. Et puis le verre est abondant, surtout comme il y a du BRF partout, ben là, c'est sûr qu'il va se reproduire et puis être dans son milieu idéal. Donc toi, tu protèges juste avec ton BRF, tu mets pas de lébâche, Non, surtout pas. Surtout pas? Non. Pourquoi? Parce que les bâches, on va dire par-dessus. Ouais. Ok, parce qu'il y en a qui vont mettre en dessous. Pas en dessous, on est d'accord. Là, tu bloques la vie. Là. Non, ne venez pas dans ma plate-bande. Oui, c'est ça, justement. Ça freine aussi l'expansion des racines. Ouais. Et puis la circulation, parce que tu as quand même entre autres, on parle des vers de terre, mais les micro-organismes qui vont voyager à 1 mètre et même plus. Tu as envie justement que ton sol soit aéré, et que la vie monte et descende, quoi. Et structure ton sol, quoi. Non, ça on est d'accord, quoi. Ok. Mais par-dessus, du coup? Par-dessus, c'est mon BRF, c'est tout. Ouais. Mais les bâches par-dessus, tu as un avis là-dessus? Moi, je ne suis pas très friand de ça. C'est pas naturel, ça aide. Si on veut épurer un sol, moi, j'aime mieux travailler de façon naturelle. Ouais, je comprends. Quitte à désherber un peu. Mais moi, je dis qu'avec ce système culturel-là, on coupe 75% de désherbage dès la première année. Ouais. Et suite à ça, là, c'est un minimum. Il s'agit de gérer les semences, pas laisser monter en graines. Et puis dans un milieu comme celui-là, dont j'en parle à mon monde, il faut intervenir avant que certaines plantes viennent en semences et puis qu'ils dégénèrent. Bien souvent, ça va dégénérer. Donc, si tu les laisses vieillir, tu veux dire si que les semences tombent au sol? sol? La graine sur le terrain, c'est pas tout le temps une bonne nouvelle parce que souvent, les sujets, les semis vont être dégénératifs. Ils vont revenir à la plante de base qui a servi à l'hybridation de celle-là. Donc, à un moment donné, on va faire comme ce qu'on voyait dans la plate-bande tout à l'heure. Il faut épurer les plantes plus indigènes, si on veut. Donc, il y a une gestion à faire là-dedans. Un jardin, pas de jardinier, ça prend la dérive dans quelques années à peine. Tu parlais des semis. Si tu mets un BRF tout le temps, comment tu fais avec tes semis? Tu l'enlèves? Tu sèmes? Non, c'est drôle. Les semis, écoute bien, tu laisses ta butte permanente. Moi, je vais assouplir un peu le sol à l'endroit où je vais semer. Assouplir, c'est-à-dire? Tu vas peut-être émietter un peu la graine, la terre à l'endroit où tu vas semer. Tu mets ta graine à peine en surface. Puis tu mets un peu de BRF là, fin par-dessus, dans la petite graine comme carotte et laitue et tout ça, 1 centimètre. Tu peux quand même mettre un BRF par-dessus, ça je savais pas. Tu mets, puis tu arroses, juste un petit arrosage si nécessaire. Et puis pour humecter le copeau, le BRF. Et puis c'est là que la graine a besoin d'humidité. Puis dans quelques jours, la graine passe à travers sans problème. Parce que si tu ne mets pas de BRF, c'est là que tu exposes ton sol là où la graine en a besoin.
Ou alors tu dois arroser tout le temps, sans arrêt, mais je pense à une petite madame qui a fait, qui a fait ça correctement, là, en bonne recherche. Elle a fait une parcelle avec BRF, l'autre pas de BRF. Elle me dit après ça, je vais toujours mettre du BRF. J'ai fait ça cette année aussi. Voilà. Pour un semi, je m'étais dit, mais avec le BRF, c'est chiant, est-ce que ça passait à travers et tout ça. Donc j'ai fait mes tests, mais c'est cool, hein, je le ferai plus. Ça fonctionne vraiment. Ça marche, Puis t'évites d'arroser, hein. Parce que j'ai fait une parcelle, quelqu'un a fait une parcelle de gazon. Bon, c'était un jumelé. On a fait ça. La même affaire de l'autre côté, puis l'autre s'est mis à arroser. La graine a coulé. La graine va trop profondément. Donc elle ne germe pas trop, elle ne sort pas. C'est une question d'excès. Hein. Trop d'eau, c'est mieux que c'est moins bon que d'en mettre juste ce qu'il faut. Puis la nature, que la pluie, quoi, en fait. C'est ça. Et puis, normalement, 3-4 jours après, la graine à gazon passe au travers. Je l'ai faite, moi, je ne suis pas tellement pro gazon, là, mais quand les gens en ont besoin, oui, tu les aides, quoi. Si c'est leur kiff à eux. De l'autre côté, c'est mon compost plus horticole, donc il est un peu moins transformé, et puis très, très bon pour... il est plus jeune, tu veux dire? Les plantes vivaces, oui. Ok. Et là, tu as mis de l'argile aussi, tu disais? Oui, j'ai un peu d'argile. Un caillou qui s'est glissé. Quand tu peux chercher, trouver une boulette d'argile. Et ici, j'en ai une là, je crois. Enfin, c'est une toute petite, tu vois. Oui, c'est possible. Oui, c'est ça, exactement. Là aussi, il y en a une grosse là. Comme tel, pas tellement. Ça, si on plantait, si on se met quelque chose là-dedans, ça n'a aucune valeur nutritive. Il n'y a rien qui va pousser. C'est juste pour la texture? Oui, c'est la texture, puis plus que ça, c'est la capacité d'échange cationique. Il y a de l'électricité dans le sol. Hein. Ah ouais. Et puis, tu peux prendre un peu de ça? Ça va améliorer ma capacité d'échange cationique, tu vois. Ouais. Et puis souvent, là, on va retrouver des mycéliums et même des vers de terre qui vont être agglomérés autour de la boulette d'argile. Okay. Je mets peut-être 2 à 3 % d'argile. Je rentre environ là, une centaine de tonnes d'argile dans mon milieu. Okay. Et puis, j'en profite toujours pour faire coïncider une alimentation en BRF. Donc, je fais mon mélange en même temps que je mets mon argile. Je fais monter la température et puis la chaleur va dissoudre l'argile. Il y a le fusionnement de l'argile dans le milieu. J'ai 2 questions. La première, c'est tu parlais d'électricité pour l'argile. Ça fait quoi ça dans le compost ou dans le potager? Ah mon Dieu, ça serait un peu long à expliquer, mais c'est les ions positifs et les ions négatifs. D'accord. Okay. Il y a un échange de positifs et de négatifs toujours. Okay, d'accord. Et ça favorise. On fera une recherche Google. Vous regarderez dans mes textes, c'est très bien expliqué. Ah bah allez sur le site de Jacques, alors on explique tout ça. J'ai des gens qui m'ont dit, je mettrai le lien. On a lu beaucoup sur le sujet, et puis dans 15 lignes, on n'a jamais, c'est vraiment expliqué très clairement. Ok, j'avais une deuxième question mais je l'ai oublié, ça on verra peut-être plus tard. Ok. Comme je disais tout à l'heure, c'est de laisser la place pour l'émerveillement, et puis c'est comme ça qu'on découvre les subtilités. Et puis avec l'expérience, t'essayes, t'expérimentes. Ouais, c'est ça. Okay. T'essayes un truc, ça marche pas, ok, forage. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais. C'est moi ça en ce moment. Puis j'avais encore tantôt un contexte d'arbre. Le type me dit, tu sais, j'ai fini pour me dire qu'il y a un érable argenté. Donc l'érable argenté, il y a une foule radicelle. Il n'y a quasiment rien à faire au niveau des plantations. C'est l'arbre qui prend toute la place. Ouais. Ok. Il faut mettre le compost qu'on veut là-dedans. À un moment donné, c'est l'arbre qui va le bouffer. Ouais. Il y a moyen de contrer tout ça parce que... Ouais, mais c'est beaucoup de lutte, beaucoup de combats, beaucoup d'énergie. Ouais, c'est ça. C'est des choix qu'on fait là, en installant des arbres. Ok. Ça en prend. Les espaces sont restreints, donc il faut cohabiter avec tout ça. Ouais, faut voir que la taille de la place que tu as. Toi, tu as beaucoup d'espace. Si tu as un petit jardin de 100 mètres carrés, peut-être même 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. Plus restrictif. J'ai une question aussi. Est-ce que tu as un truc à dire aux gens ou personnes qui ont fait des études, qui ont un boulot un peu plus conventionnel, classique, tu vois, dans un bureau, machin, et qui se disent, mais en fait, voilà, on m'a éduqué à aller dans cette direction-là, mais ça me convient plus tellement. Je vais te revenir à un truc qui est plus humain, qui a une meilleure énergie, un truc qui a peut-être plus de sens aussi, comme voilà, je l'ai fait ici, moi. J'ai fait des choix, hein. Ouais. Bon, tu sais, il faut avoir la foi dans ce qu'on veut être et puis vivre aussi, hein. Ouais. On est chanceux ici au Québec d'avoir
de l'espace à un prix qui est quand même... Quoi qu'ici, c'est en ville, là, ça pourrait être construit partout ici. Ouais, là. Et puis, c'est sûr que chaque endroit a sa dynamique, c'est à proximité de la ville, ça me permet d'avoir de l'approvisionnement comme ça. Mais j'arrive pour avoir de l'argile, il faut que j'aille plus loin. Et puis, j'ai la clientèle qui est tout à côté, mais moi, je suis persuadé qu'en vivant plus simplement, on a une société de services qui est très exigeante au niveau de la consommation. C'est à nous de voir où on met nos priorités. Puis, est-ce qu'on a besoin de gagner 80 000 par année pour à 2 salaires équivalents? Bon, je sais pas, moi, on peut vivre plus simplement et plus sobrement, et puis ça permet de récupérer notre énergie et de revenir à quelque chose qui pourrait même ressembler à une paysannerie, si on veut. T'es heureux, toi? Oui. T'as l'air, hein? On essaie, là, on essaie. Il y a toujours, c'est une question d'attitude quand même, là, d'être simplement satisfait de ce qu'on est, sans être dans la médiocrité. Je pense que la proximité de la nature, moi, c'est un élément gagnant. Ouais. Et quel conseil tu n'aurais pour faire cette transition-là? Comment partir de ton salaire de 80 000, comme tu dis, vers quelque chose de plus simple, tout en gagnant sa vie un peu, tu vois? On commence là où on est rendu. Ouais. Et puis on améliore progressivement. Petit à petit, ouais. On commence tout de suite. Par un potager. Ça prend quand même une espèce de confiance en soi, je dirais, là. Et puis de la persévérance. Et puis une saine intelligence, puis saine avant tout. Okay. Tu peux expliquer saine? C'est santé, c'est salutaire pour nous, et puis on pense aussi à court, moyen et long terme. Okay. Et on prend une orientation, et puis on la poursuit, et quitte à se réajuster. Je ne m'attendais pas de faire de la plante horticole. Moi, quand je suis monté ici avec mes enfants, ma femme, mes enfants, je me disais, regarde, ici, on est seulement qu'en transit, on est encore en ville, et puis on s'en va en campagne. Puis tu vois, j'ai commencé à faire tout ça, et puis j'aurais peut-être pas pu faire ce que j'ai fait ici, en campagne. Puis, parce qu'ici, tu as une clientèle quand même. Plus qu'en campagne. Je ne m'attendais pas d'avoir une vie sociale comme ça, parce que je suis plutôt solitaire et je me serais très bien entendu avec moi-même en campagne et mon petit monde autour de moi. Mais voilà, tu sais, à l'intérieur de quelque chose qui ne nous est pas tellement si familier, on réussit à faire quelque chose qui est familier parce que les gens qui sont autour deviennent comme familiers. Je vois ce que tu veux dire. C'est une façon de le dire, hein, mais on se comprend. Tu savais plus ou moins ce que tu voulais, mais tu n'as pas hésité à changer tes plans, mais tu as été dans le concret, dans l'action tout le temps. Tu t'es pas dit, je vais attendre d'avoir l'argent, moi je suis une maison à la campagne, un truc comme ça. Tu as fait tes trucs, et ça a évolué vers quelque chose que tu as aujourd'hui. Ici, écoute, je l'ai fait ici, j'aurais pu le faire ailleurs, mais ça aurait été différent, ça aurait été un autre impact. Bon, écoute. Il y a vraiment, on peut s'attarder à dire, bon, tu sais, c'est sur la déroute, là, les systèmes sociaux, écologiques et tout ça, mais il y a un beau mouvement de fond qui se développe et c'est à ça qu'il faut se rattacher, à un sens positiviste. Et puis, on est dans une belle génération aussi, une forme qu'on pourrait appeler Kali Yuga, c'est de décadence. Kali Yuga, c'est une phase très basse au niveau du développement, mais aussi tout ce processus de reconstruction que je trouve absolument fascinant. Et puis, le monde, ils sortent des vieux paradigmes, des vieux patterns, et puis c'est là où il faut avoir une certaine foi en soi. Et puis dans l'univers aussi, là, pour que les belles choses arrivent. C'est beau ce que tu dis, j'adore. Tu renoues un petit peu avec la nature, dans le respect et dans l'action. Tu n'attends pas que les autres le fassent à ta place, tu le fais toi de ton côté. Ça nous permet d'échanger une espèce de synergie qui est constructive.
Tu veux dire avec le monde ou avec les gens? Avec les gens, avec son univers, avec son milieu et tout ça. Ouais. Les gens, en voyant que quelque chose comme ça puisse fonctionner, ça les inspire un peu. Ben, c'est inspirant, c'est possible de le faire. Ouais, ah, je vois, mais tu m'inspires un peu. Ouais. Puis, Merci, même au niveau urbain. Bah, c'était cool ça, c'était une belle interview. Première interview. Jamais fait ça, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pensais même pas spécialement interviewer au début, je voulais juste chercher du compost ou des trucs comme ça. Je suis pas pris de compost, mais je l'ai interviewé. Et c'était génial, c'est trop cool quoi. Je trouve vraiment chouette de rencontrer des gens à qui je partage un peu les mêmes affinités. Tu vois, sur qui on a un peu la même vision, le même langage de vie, quoi, tu vois. On voit le vivant pour du vivant, quoi, et on veut bosser avec le vivant, pas contre, on veut pas le contrôler. C'est génial. Et puis ça fait un peu mentor, quoi, tu vois, il me parle un peu de sa vie, où il en est, et ça me parle, tu vois, c'est quelque chose vers lequel moi je veux aller. Je suis essoufflé, j'ai couru. Donc voilà, c'est très très enrichissant, c'est très apaisant. Et quand je vis ce genre d'expérience, je me dis mais oui, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vers là que je veux aller, vers ça que je veux tendre. Du coup je pensais pas faire des interviews, mais je pense que je vais en refaire de temps en temps. Dès que je rencontre quelqu'un qui partage la même sensibilité, qui va dans la direction dans laquelle moi j'ai envie d'aller, alors on va discuter, quoi. On prend la GoPro, hop, c'est parti, et puis on dit, parle de ta vie, où t'en es, comment t'es arrivé là, parle-moi de ton kiff, quoi. Donc voilà, c'était Jacques, du Jardin Vivace. Je te mettrai un lien, je te mettrai toutes les infos. Ça tu pourras regarder aussi, si t'habites à Québec, va le voir, c'est génial, parle avec lui. Enfin, t'as vu comment c'est, quoi. Il connaît plein de choses, c'est impressionnant, quoi. De toute façon, je connais rien quand je me compare. Beaucoup à apprendre, mais c'est bien, plein de choses à apprendre encore. Et j'apprends, tous les jours j'apprends, et c'est comme ça, quoi. Moi j'ai fait ma transition il y a 2 ans, un an et demi. Et voilà, tout ce que j'ai appris déjà, c'est ouf. Alors dans 10 ans, ça va être cool, c'est bien, une belle aventure, quoi. Donc je vous souhaite à tous, à toi, de vivre cette aventure aussi, de la transition, de trouver ta voie, quoi. Et il est pas trop tard, regarde, j'ai 35 ans. Ouais, puis que c'est jeune, tu vois, mais je pourrais me dire, c'est trop tard, j'ai la maison, l'hypothèque, tu vois, j'ai un boulot, je m'en fous. Voilà. Je plaque pas tout non plus, tu vois, mais je fais ma transition. Je suis dans l'action, je vais dans la direction que je veux. Et ça, c'est revigorant, quoi. Je me sens vivant avec ça, quoi. Ça me fait un bien fou. Et là, je sais, tu vois, je sais que je suis dans le bon. Je sais que c'est dans cette direction-là que je dois aller, quoi. Et je sais que je me trompe pas, parce que je suis à l'écoute du langage de mon cœur, quoi. C'est vraiment ça. Du coup, voilà, je te souhaite à toi d'écouter, de découvrir d'abord la voix de ton cœur, si tu ne la connais pas encore, de l'écouter, quoi, et d'être dans l'action. Pas avoir des objectifs trop hauts non plus. Si, c'est bien d'avoir un objectif. Je veux ma maison en autarcie, au fond des bois. Ouais, cool, super. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ton potager? Tu rencontres des gens. Et rencontrer des gens, j'ai l'impression que c'est le truc le plus enrichissant aussi, quoi. Enfin, pour moi en tout cas, chacun son truc, tu vois. Rencontrer des gens, quoi. Voir comment ils vivent, partager cette magie, quoi. Donc voilà. Sois heureux, une belle vie. Voilà, de belles oreilles pour écouter la voix de ton cœur. On se rechoppe sur d'autres vidéos. Porte-toi bien, un bisou, plein d'amour. C'est vrai que c'est plus ici, on est bien. Plein d'amour, plein d'humour.